Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le bonheur de recevoir Pauline Eja, CEO de Yeta, avec qui on va parler de plein de sujets. Il va y avoir un certain nombre de choses assez passionnantes. On va parler de culture d'entreprise et plus particulièrement d'initiatives, entre autres le zéro prime, la cagnotte créative, qui est une alternative, je parle sous ton contrôle, à la redistribution ou encore de transparence radicale sur un certain nombre d'items de la boîte. Bref, on a du pain sur la planche, il y a plein de trucs à évoquer. Salut Pauline, comment vas-tu? Salut Tim, écoute, je vais super bien. Merci. Alors, je suis ravi de te recevoir déjà dans le podcast, évidemment. Je pense qu'on va bien s'éclater. Je me réjouis de cet échange. Je te remercie d'ailleurs parce que je crois que hier il y avait effectivement un get-together de boîte, donc qui était potentiellement un peu tardif. Et donc, j'apprécie cette pêche que tu as sur cet épisode. C'est vrai, tu fais bien de le dire, en effet. Donc, je vais essayer de donner le maximum d'énergie que je peux et on va faire de notre mieux. Ouais. Bon, génial. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours une mise en bouche dans le podcast. Ce sont des questions inopinées. Si tu as déjà écouté, ce qui n'est pas le cas de tous les invités, t'inquiète pas, ce sont des incontournables. Est-ce que ton lundi, tu le passes au soleil ou au boulot? Est-ce qu'il a le droit d'être les deux? Ouais, bien sûr. Donc, le soleil, toujours au soleil et au boulot. En fait, moi, le boulot, c'est cool pour moi, en fait. C'est pas trop, même pas du tout une contrainte. Ouais. J'ai essayé de faire en sorte, pendant toutes ces dernières années, que ce soit toujours assez chouette le lundi. Donc, pour le moment, c'est le cas. Ouais, toujours un plaisir, jamais traîner les pieds, quoi. Ah ouais, il y a eu des moments... En fait, quand tu commences quand tu commences à traîner les pieds, c'est que peut-être il y a un moment où peut-être qu'il faut que tu changes de quelque chose. Ouais. Non, c'est cool pour moi le lundi. Ça, c'est cool. Alors moi, je fais toujours quelques apartés, mais moi, j'avais une règle, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Dès que je traîne les pieds dans un taf, et je l'ai respecté depuis que je crois que j'étais en stage plus ou moins, je me cassais. Et je me cassais rapidement. Je m'étais pas, je me disais, je traîne les pieds, qu'est-ce que je fais, machin. Je partais assez rapidement. Un peu, il y avait un côté un peu sans filet, mais j'aimais bien. Ouais. Pardon, on revient sur toi. Moi, j'ai quand même vu encore une autre aparté, tes bureaux un peu hier. Il y a quelques particularités, tu peux nous en parler en 2 secondes, ça t'embête pas? Ouais. Écoute, les bureaux, ce qui a été hyper important pour nous, c'est de créer un lieu dans lequel on se sent bien. On s'est pas mal inspiré des nouveaux lieux de coworking que je trouve hyper chouettes parce que t'as plus trop l'impression d'être au bureau. Ouais. Des espaces de vie. Donc, ce qui était important pour nous, c'est que l'équipe, quand elle vient dans les bureaux ou les clients autres, se sentent un peu comme à la maison et d'avoir cette ambiance assez chaleureuse. Donc ça, c'est en tout cas une particularité des bureaux. Après, on a essayé de faire aussi maximum en seconde main. Ça a été un autre challenge, mais on était hyper contents de le faire. Et puis des petites surprises que je laisse soin aux gens de découvrir quand ils viendront nous voir. Avec plaisir, ouais. Puis idéalement, je ferai un petit tour. Je t'avais dit, j'aimerais bien faire une petite captation dans ces bureaux parce que je trouve que je les ai découverts en visio hier, mais j'ai hâte de les voir en physique. Dernière question avant de passer à la suite. Où est-ce que tu vas chercher aujourd'hui tes inspirations? Je sais que tu connais Jonathan, que j'ai déjà reçu dans le podcast, Jonathan Salmona de Shodo, que j'adore. Où est-ce que tu vas chercher aujourd'hui des inspirations sur les initiatives que tu mènes, la culture de ta boîte, etc.? Écoute, oui, donc on parle de Jonathan, on l'adore, et Guillaume, enfin déjà, ça fait partie des gens que son associé. Non, on les adore. Ça fait partie des personnes qu'on côtoie avec Peter au quotidien, et c'est hyper chouette. Donc il y a la partie, je dirais, échanger avec des personnes. Donc ça c'est bien. Moi, je suis hyper inspirée par l'art, la culture, la mode, l'architecture. Enfin. En fait, j'ai besoin de m'inspirer aussi ailleurs pour pouvoir avoir des moments en fait un peu off pour s'inspirer en fait dans le business. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Et de pas rester un peu cantonné. Alors je fais aussi, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis des articles, j'essaye de mixer, d'avoir un panachage hyper C'est important, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Alors souvent, et bien évidemment, les invités ont des très très bonnes références sur des bouquins, des docus, etc. On reviendra sur cet aspect-là à la fin. Ouais. Mais c'est vrai que je crois que c'est une des premières fois où on entend dire en fait je vais surtout piocher ailleurs dans de l'archi, de la mode et des trucs comme ça. C'est pas forcément des réflexes qu'on entend spontanément. Ouais. Très cool. Je te propose qu'on passe à ton parcours. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, même si je crois qu'il y a un fil rouge assez fort, assez présent, qui est la notion de bizdev, je crois. Ouais, oui.
Écoute, déjà, je viens de Montpellier. Je sais pas si ça s'entend. Ça s'entend un petit peu. Voilà. J'osais pas te demander d'où venait cet accent. Donc, je viens de Montpellier. J'ai 36 ans. Ouais. Donc, en fait, moi, j'ai fait une école de commerce et hyper rapidement, je suis devenue BizDev en société de conseil ESN, SS2I, un peu par hasard. Qu'est-ce qu'une ESN, une SS2I, juste pour les auditrices et les auditeurs? J'ai l'impression que ça parle un petit peu à tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas du tout le cas. C'est des boîtes qui font du conseil souvent dans la tech, qui proposent, en fait, qui mettent à disposition des développeurs, des consultants, qui viennent accompagner les clients, qui sont souvent des clients grands comptes, qu'on connaît tous, la BNP, exactement, etc. Voilà. Donc moi, je démarre dans ce business-là et en fait, on me présente le métier. Donc souvent, les jobs de BizDev, c'est tu dois prospecter et trouver les clients, recruter aussi des gens en même temps. En fait, t'as un peu le job en fait, recrutement. Il y a un côté un peu schizo quand même. Ouais, c'est ça. T'as un petit peu les deux trucs. Ouais. Et moi, on me présente ça hyper naïvement parce que je suis assez naïve finalement. Je me dis on dirait un espèce de site de rencontre, un truc amélioré. En fait, je vais faire les gens se rencontrer et je trouvais ça cool. Ouais, bon, j'arrive comme ça, dans ce truc-là, 24 ans, la Montpellieraine, je sais pas si la de Montpellier... Tu te dis, ça va être une bonne vibe, etc. Ouais, ça va être une bonne vibe. Bon, écoute, ça a été quelque chose, ouais. Ça a été, en fait, j'ai découvert là, ce qui était des entreprises, des cultures d'entreprise, des cultures qui étaient pas tout le temps chouettes. Donc, j'ai fait 10 ans. D'abord, donc j'étais commerciale, donc je faisais du recrutement, du business. Après, j'ai managé des gens. Et puis après, en fait, il y a peut-être 6-7 ans, donc j'ai fait plusieurs boîtes de conseil. Et là, je découvre, en fait, j'ai dans une des sociétés que j'ai faites, il y a une agence web agile. Qui vendait le fameux mot valise, c'est ça. Sûr. Qui vendait des itérations agiles. Ouais. Et là, je rencontre un coach agile. Et là, révélation, en fait, c'est lui qui commence à me parler d'entreprises libérées, en fait, de modèles en tout cas, au travail qui sont différents et de méthodologies différentes. Et donc, je bascule un peu dans le monde de l'agilité à partir de ce moment-là, il y a 6-7 ans. Et quand je dis bascule, c'est que je reste toujours quand même plutôt business, est-ce que c'est marketing, business, enfin, il y a un peu de tout autour, mais je tends là-dedans hyper fort, je fais même une certification Scrum Master, enfin, je bascule à ce moment-là, et en fait, et je reste, toujours avec cette major business, en fait, j'essaye de garder un peu, je vais pas dire le meilleur des deux mondes, mais je navigue entre les deux univers jusqu'à créer Yeta il y a 1 an et demi. Ok. Déjà, merci beaucoup pour cette petite entrée en matière que j'apprécie particulièrement. Moi, j'ai envie de revenir sur un point et de te poser une question que j'ai lue quelque part. J'ai entendu dire que tu avais eu envie de quitter 80% des jobs dans lesquels, des boîtes dans lesquelles tu étais dès le premier jour. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je l'ai écrit ça. Tout ce que j'écris est vrai. En fait, le premier jour en entreprise, j'ai quasiment même tout le temps trouvé ça hyper dur. Donc je reviens sur le sud. Je sais pas, à Montpellier, quand t'accueilles quelqu'un. Il y a un côté festif, très cérémonial, hyper convivial, super. De la convivialité. Et pour moi, c'est hyper important la convivialité. Et en fait, les boîtes, la majorité des boîtes que j'ai faites, le premier jour, alors quand t'es bizdev en plus, enfin quand t'es business, t'es un peu la personne à abattre. Enfin moi, j'ai ressenti hyper fort. Ouais, bien sûr. Et je comprenais pas ça. Et je me disais, et en fait, tu démarres en fait, dans une boîte où les gens te présentent pas, par exemple. Moi, j'ai eu ces trucs-là où on me présentait pas vraiment mes collègues. On m'a demandé, moi, d'aller me présenter à tout le monde. Je trouve ça hyper violent. C'est hyper difficile à faire, en fait, ça. Et alors que c'est une fausse bonne idée, je pense. Ouais, c'est une fausse bonne idée où on te dit, t'es bizdev, c'est quand même ton job de savoir aller discuter avec les uns et les autres. Je suis d'accord avec ça. En revanche, quand tu démarres dans une boîte, t'es vulnérable, c'est normal. Tu connais absolument personne. Et là, le job de l'autre, pour moi, c'est vraiment de savoir t'accueillir. C'est ton premier jour. Et quand tu réussis un super bon accueil, pour moi, après, tu mets les briques pour le futur et c'est très important. Et ça, tu vois, typiquement, on en reparlera, mais Yeta, j'ai essayé tout ce dont j'avais souffert dans le passé, j'ai essayé de gommer ou d'enlever tous ces trucs qui m'ont semblé, mais complètement what the fuck, en fait. Ouais, parce que c'est une brique de l'onboarding, parce que l'onboarding, il peut durer très longtemps, etc. Mais cette première journée, c'est une première grosse immersion. Alors moi, j'aime bien la partie avant, quand t'es encore candidat et même quand t'es pas encore arrivé. Mais bon, bref. Je suis hyper d'accord avec toi. Je crois que si on peut l'appeler le pre-boarding, il y a toujours
toujours un terme anglicisme pas possible. Mais c'est vrai que pour moi, il y a une notion pas de pérennité, mais d'homogénéité de l'expérience, que tu sois candidat et collaborateur, et que tu sois collaborateur dès le premier jour jusqu'au jour où tu te barres, et même potentiellement après. Mais on reviendra là-dessus, tu as raison. Moi, j'ai une dernière question, et après, on passe au plat de résistance sur le fonctionnement interne, où là, effectivement, j'ai des choses, on va creuser, on va aller dans le dur. Pourquoi tu as choisi de monter une boîte ? Parce qu'en fait, tu étais dans les boîtes, tu étais bizdev, tu aurais pu continuer là, à faire une carrière un peu linéaire, tu vois, toujours dans cette case-là, etc. Alors, il y a un rêve d'enfant, je pense. Quand j'étais jeune fille, je crois que j'en rêvais. Et puis après, au fil de l'eau, on t'explique que tes rêves sont un peu pas réalisables. Je crois que j'ai cru, en fait, ce truc-là, donc je l'ai oublié. Et puis... Croyance limitante, quoi. Ouais. Okay. Et puis, heureusement, je me suis réveillée. Bien sûr. Et puis... Juste, pardon de te couper, je suis un peu chiant. Comment tu t'es réveillée ? Tu t'es réveillée avec des rencontres ? Ou tu t'es réveillée parce qu'en fait, un jour, tu as une épiphanie, tu t'es dit, en fait, là, j'ai appris des trucs, en fait, je dois... voilà. Alors j'ai fait une super formation. Il y a eu un moment donné où il y a peut-être 2 ans, ouais. Je suis nulle sur les dates. Il y a 2 ans, je sens qu'il y a un truc là, ça va plus trop bien, et je fais une super formation. Il faut que je retrouve le nom. Enfin bon, en tout cas, tourner vers moi pour comprendre un espèce de, un truc de, tu sais, voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Et là, on m'apprend t'as des mini-toits. Enfin, le concept de mini-moi qui parle. Sûr. Et donc, je réalise que j'ai 2 mini-moi, en fait. Moi, j'en avais une qui s'appelait Flippette et une qui s'appelait Beyoncé. Ok. Enfin, on me demande de les nommer. Un peu, quoi. Ouais, c'est ça. On me demande de nommer ces mini-moi, je les appelle comme ça. Et donc, j'ai Beyoncé qui est là et qui a envie de s'épanouir. Et j'ai Flippette qui est quand même là, mais qui lui dit à Beyoncé, enfin bon. Qui est timide. Ouais, qui est plus timide et qui a perdu confiance en elle, en fait. Ouais. Et j'ai quand même Beyoncé, elle est là, elle est présente. Et j'ai décidé enfin vraiment, je me suis dit, t'écoutes Beyoncé, vraiment, t'arrêtes. Et donc, j'ai écouté Beyoncé, c'est ce qui ça m'a poussée. Et puis, j'ai été aidée parce que ma dernière boîte en tant que salariée s'est faite racheter. Et donc là, en fait, j'étais dans une boîte qui était chouette, qui faisait 150 enfin, une taille que j'aimais bien. Et là, je me retrouvais dans un grand groupe. Je me suis dit non, pas du tout. Ok, c'est pas la vibe je repars pas. Et puis on déj avec Peter, mon associé. Et là, je me dis bon en fait, tout ça, c'était super. Ça s'est passé en 1 mois. Tout ça a fait que maintenant on y va. Les étoiles alignées. Ouais, exactement. On y va. Mais d'ailleurs, c'est pas le sujet du jour, mais le concept de rachat, moi j'en ai vécu pas mal parce que je bossais dans des agences digitales et souvent elles sont rachetées, elles sont vendues, on va dire. Et souvent c'est un peu ça explose un peu en vol, quoi, tu vois. C'est-à-dire que derrière, il y a la moitié des collaborateurs qui s'arrachent parce que généralement, c'est effectivement, souvent, c'est un truc plus grand. C'est pas les mêmes process, c'est pas le même management. Puis t'as le dirigeant souvent, ou la dirigeante, pardon, ça peut être un deal plutôt 3 ans, mais bon, a priori, souvent, ils se barrent avant parce qu'effectivement, ils ont plus du tout la même posture. Ça, c'est un truc j'ai l'impression qu'on n'a jamais réussi trop à craquer, en tout cas en France. Je connais moins les marchés internationaux sur le sujet, mais c'est souvent un point de friction, quoi. En fait, tu as quand même 2 cultures qui sont hyper différentes et qui s'associent, ok, mais quand tu es celui qui se fait racheter, tu changes quand même de boîte sans l'avoir demandé. Enfin, il y a quand même un truc qui fait que t'as pas postulé, et en fait, tu te retrouves dans cet endroit, t'as rien demandé, puis ça t'est imposé. Alors ça, pour moi, tu vois, c'était déjà pas possible. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase la mission de Yeta ? Oui, nous, on veut révolutionner le monde du conseil. Ok. Pour concevoir les meilleurs produits digitaux. Vaste ambition. Ouais. En fait, on a travaillé là-dessus il y a quelques mois. Et en fait, on avait un peu peur de ce mot révolutionner. Puis on nous a dit non, mais il faut rêver grand, il faut y aller. En fait, allez-y, quoi. Et oui, on a voulu vraiment bâtir un modèle hyper différent. Mais l'idée derrière, en fait, de ce modèle, c'est comment tu fais pour booster la créativité, parce que pour nous, la créativité, c'est ce qui permet de répondre à des problématiques complexes. Donc, c'était vraiment ça l'angle. Et il faut que le modèle soit différent si tu veux que la recette doit être différente si tu veux que le résultat le soit, en fait. Ok. Alors, quand tu as dit ça, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce fameux mot intéressant, c'est que, tu vois, j'ai toujours en tête cette discussion que j'ai eue avec Emery Jacquia de la Camif, qui a été
entendu d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, et où lui il dit, moi j'ai bossé sur notre mission, notre raison d'être, ça, je crois que ça lui a pris 3 ans, tu vois. Alors voilà, et l'histoire, parce qu'il la raconte bien, elle est assez drôle. Moi je me dis, quand tu crées une boîte comme ça, assez jeune et tout, tu n'as pas 3 ans devant toi, faut que tu la crées vite. Et c'est encore plus, je dirais, fondateur quand tu as cette ambition profonde, hein, que tu évoquais à l'instant. Comment tu as fait pour, aller vite, tu vois, et 2, pour que qu'il y ait, tu vois, le collectif qui soit embarqué dedans et que ça soit pas trop top-down, etc. Et que ça tienne la route, quoi. Ouais. 3 questions en une. Alors, attends, on va essayer. Il y a eu la première phase qui était la phase juste Peter et moi. Donc là, on s'est dit, on en écrit genre la base. Okay. En fait, on s'est dit, on prend le socle et assez vite, on savait qu'on voulait itérer. Donc on s'est dit, on pose le socle, on écrit. En fait, on définit nos valeurs, on définit notre vision, mais en fait, on n'avait pas exactement les mots. Et là, les mots que je viens de t'exprimer, ils vont changer. Là, on le sait, on les a écrits à 2 mois. Enfin, ça va bouger. Donc, en gros, ça, il y a 1 an et demi, on se pose, on se lance, on écrit. Moi, ce qui m'a fait vachement de bien, c'est que je suis partie, je suis allée à Zanzibar et j'ai écrit. Et donc et en fait, ce qui est chouette avec Peter, c'est qu'on se ressemble énormément. Donc ce que j'écrivais résonnait. Donc en fait, tu vois, il y a eu un alignement. Donc ça, c'est première étape. C'était, on écrit la première base. On a partagé ensuite. On a commencé à recruter en partageant à l'équipe qu'on avait écrit le socle, en gros, et que en fait, on avait besoin maintenant d'un collectif qui vienne itérer dessus et qu'on allait continuer ensemble. Donc après les difficultés, elles viennent après, c'est de se dire, attends, qu'est-ce qui est le socle, qu'est-ce qui ne doit ne pas bouger, et qu'est-ce qui va être mouvant, qu'est-ce qui est fixe, quoi. Est-ce que c'est gênant, est-ce que ça ne l'est pas, enfin, est-ce que c'est ok, mais ce qu'on voulait très fort, c'est de se dire, voilà, on a la V1, et puis après, l'équipe vient enrichir. Et là, le dernier job d'écrire la mission vision, on l'a fait avec un bout de l'équipe. On a montré un autre bout, et puis il y a un autre bout qui nous a dit, ouais, bof, franchement, c'est pas ouf ce que vous avez fait. On va réitérer, et puis on sait que on va essayer de toute façon d'arriver vers ce qui nous plaît le plus. Mais en fait, ça, je crois que ça nous plaira de toute façon jamais assez, quoi. Ouais, alors ce genre de projet-là, ils sont jamais finis aussi. C'est ça qui est important. Après, moi, je reviens sur un truc que tu disais. Je me souviens dans une des boîtes que j'avais, il y avait un collaborateur, à un moment donné, je crois, on était tous super excités sur la façon dont on abordait les choses, le projet. Et à un moment donné, il y en a un, c'était un dev, hein, pour tout te dire. Tu vois, comme ils sont assez francs généralement, il nous a dit, mais c'est de la merde votre truc. En fait. Genre, il dit, vous êtes à côté de la plaque. Finalement, on a complètement revu le truc, etc. Plus du tout top-down, parce qu'à l'époque, ce truc-là, c'était assez top-down finalement. Et moi, excuse-moi. En fait, je trouve que c'est trop bien. Justement, ça, on l'a écrit il y a peu. D'avoir quelqu'un qui est capable de te dire c'est de la merde ton truc. Ouais. Ça, alors il faut qu'il le fasse avec tact. Non, mais c'est une richesse pour l'entreprise qui est hyper forte. Parce que si tu arrives à faire comme ça, à avoir de la franchise, et direct, quoi, et pas des non-dits. En fait, c'est ça qui va vraiment te permettre de progresser. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, de se dire, allez, la team, s'il vous plaît, on se dit les choses parce que grâce à ça, en fait, on va s'améliorer. Oui, et je t'expliquais dans la discussion qu'on avait hier, pour le coup, sur le sujet, effectivement, de la différence entre des bassins d'audience que j'ai, qui sont des personnes qui sont dans des plus grosses boîtes bien installées, etc., et des gens qui sont plus en lancement de boîte et qui veulent apporter un socle plus classique. C'est important aussi de se dire que, en fait, si tu arrives dès le départ, un peu dans l'ADN, à avoir ce côté très parole libérée, en fait. Alors après, il y a toute une notion de tact, j'en parlais il y a 2 secondes, potentiellement avec de la CNV, d'outils comme ça. Mais le fait d'avoir la possibilité d'être très transparent sur ce que tu ressens, parce que je pense que c'est très important aujourd'hui avec la limite ténue entre le pro et le perso, elle est absolument primordiale si tu veux construire un truc qui est hyper pérenne, quoi. Et ça, bref, je trouve ça très cool. Et alors moi j'ai une question quand même, popcorn, j'en ai toujours quelques-unes. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des profils que tu avais envie de recruter ou que tu recrutais et tu t'es dit putain ça c'est une pépite et tout, et la personne en face te dit moi participer genre à la mission là, soit je me sens pas légitime, soit j'ai pas envie, moi je suis là pour tu vois, pour faire du conseil, pour faire ci, pour faire ça, etc. Ou alors c'est un peu une condition sine qua non du profil de te dire si tu viens chez nous, faut mouiller le maillot sur des trucs qui vont sortir un peu du spectre de ta fiche de poste classique, on va dire, entre guillemets. Ouais. Alors, on a en fait en entretien, etc. Tout le monde est plutôt hyper excité par la co-construction. Enfin, ça c'est clair. Et après,
En fait, donc, oui, en effet, si quelqu'un... En fait, les personnes qu'on sent pas, qui ont pas forcément envie de rentrer, enfin, tu vois, de venir prendre part en fait à ce qu'on est en train de créer. En fait, je crois que ça va pas trop nous intéresser. Enfin, naturellement, je crois que le fit, il le fait. Enfin, ça se fait pas en fait. Okay, ça se fait pas. En revanche, ce qui peut se passer après, c'est que tu peux être hyper excité et puis en fait, tu peux donc en plus, donc nous, on fait du conseil pour des clients. Donc en fait, on a l'équipe qui a des projets côté client souvent à 100% de leur temps. Et en fait, tu peux avoir un client qui te prend absolument tout ton temps et ne pas trouver le temps. Enfin, en tout cas, et avoir une vie perso qui est aussi hyper riche, quoi. Et juste ne pas trouver le temps, ne pas trouver le temps à un moment donné pour pouvoir te rendre disponible pour Yeta aussi le reste. Enfin, c'est là où c'est notre grande difficulté, c'est comment on arrive à proposer ce temps-là pour que les personnes elles puissent le faire en fait. Et ne pas être dans l'obligation non plus. Parce que si t'es dans l'obligation... si t'imposes, c'est un carnage. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu vois plus l'implication, enfin, tu vois, la motivation intrinsèque, en fait. Donc, tu la perds. Donc, voilà. Bon, ça, c'est vraiment tous les enjeux, quoi. Et je rebondis sur un truc que tu disais, parce que ça me rappelle une histoire, c'est le côté, effectivement, disponibilité. C'est une disponibilité de temps, une disponibilité émotionnelle aussi, quelque part, pour bosser sur un truc comme ça. Et moi, quand j'étais dans une boîte qui s'appelait Shiva Communication, qui était absolument extraordinaire, c'est une de mes meilleures aventures professionnelles. C'était il y a 15 ans, peut-être 20 ans. Je déjeunais avec le fondateur l'autre jour, qui avait vendu, du coup, son agence avant que je parte. Et en fait, lui, il avait une théorie que je trouvais à l'époque incroyable, qui n'existait pas trop en fait. C'était que nous, on vendait des consultants digitaux, tu vois, à des boîtes. Et grosso modo, il disait, mais en fait, même si tu as un client qui veut te prendre à l'année, faut que tu sois booké à genre 90% grand max. Parce qu'en fait, les 10% restants, même si on te staffe pas sur autre chose, tu fais autre chose, en fait. Sinon, les mecs disaient, tu deviens dingue, en fait, tu vois. Et en fait, ce côté-là, il était hyper intéressant parce que si t'avais pas d'autres clients, c'était pas le sujet, en fait. T'allais bosser sur un truc, tu te collais sur un projet ou tu te faisais de l'interne ou des trucs comme ça, tu te faisais plaisir. Et je trouve que ça, moi, c'était une très bonne idée. C'était il y a 15 ou 20 ans. Et donc, en tout cas, voilà, je pose ça là, mais c'était plutôt une bonne idée. Je reviens sur le métier que toi tu exerces et l'entreprise, la mission que vous avez. Aujourd'hui, c'est quand même c'est un métier qui est assez concurrentiel d'une part et deux qui est très orienté autour de la croissance et de la performance. Toi, tu t'es dit je vais lancer un truc enfin je vais essayer un modèle a priori qui est pas trop répandu. Tu t'es dit moi je vais faire du zéro prime, je fais pas de la perf, voilà, c'est zéro carotte comme t'appelles ça, je crois. Pourquoi t'as fait ça? Tu t'es pas dit putain je me tire une balle dans le pied, en fait ça va avoir un impact néfaste sur la boîte? Non. Comment l'idée t'est venue? Alors l'idée du modèle, en fait. Le zéro prime fait partie finalement du modèle qui est différenciant. En fait, oui, c'est qu'une brique parmi d'autres. C'est ça. En fait, pour moi, il faut que tout soit cohérent. Et en fait, c'est la cohérence de notre modèle en réalité. Il y a eu en gros, grâce, on en parlait tout à l'heure, Shodo a quand même pas mal ouvert la porte de boîtes avec un modèle hyper différent dans la société de conseil avec un modèle très différent. Même si on savait que c'était pas c'est pas le nôtre. En fait, je me disais, ah, purée, là où ils ont été géniaux. Puis tu peux pas calquer, hein, c'est ce que je disais. Hein. En revanche, tu peux t'inspirer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je me disais, ça, c'est génial. En fait, ils l'ont fait. J'ai trouvé ça hyper, voilà, le modèle Ipiter, on s'est dit, mais c'est génial ce qu'ils ont fait. On les remercie pour ça parce qu'ils ont ouvert une porte de c'est possible. Donc moi, du coup, ça m'a fait quand même moins peur. Je me suis dit, bon, en fait, s'ils y arrivent, ça fait 3 ans, à l'époque, ça faisait 3 ans, je crois que c'était lancé, et ça marchait bien, quoi. Tu voyais que c'était chouette. Donc ça, déjà, c'était cool. Et puis, moi, je le voyais bien, donc, dans la boîte dans laquelle j'étais avant Yeta, que il y avait un truc là-dessus, il fallait, pour moi, c'est pour le coup le futur du travail. On n'a pas inventé un modèle quelque part. On a essayé de simplifier des trucs qui ont été complexifiés par des entreprises. Je trouve que en fait on est retourné à une base qui me paraît juste. Ouais, t'as enlevé des nœuds, t'as simplifié le modèle. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai l'impression que souvent les boîtes quand elles ont grandi, elles ont rajouté des règles, quoi. Elles ont rajouté des trucs. Et en fait, on s'est dit. Voilà, peut-être à nouveau la naïveté de la sudiste, la nana qui se dit bon en fait, qu'est-ce qui pour moi fait sens et fait pas sens. Les primes, tu vois, typiquement. Ouais. Moi, j'en ai eu toute ma vie des primes, toute ma carrière. Et t'étais contente de les avoir? J'étais contente et j'avais vraiment les deux.
En fait, j'étais au tout début, quand je commence, en fait, j'avais un tout petit fixe, des grosses primes, et là, je comprenais rien à ce qui se passait, parce qu'en plus, ce qui est pour moi, donc, en tant que business, quand tu as des primes en ESN, en gros, ça peut complètement fausser tes rapports avec les gens, en fait. Parce que, en gros, tu lui dis, prends le projet, il est trop bien, alors que le truc, il est pourri. Enfin, c'est ce que tu évoquais en amont du podcast. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Il est craint un peu ce rôle de business. Alors là, franchement, et moi, j'ai une seule règle dans ma vie. Non, j'ai pas une seule règle dans ma vie, mais j'ai besoin, je me lève le matin, je me regarde dans la glace, je me sens bien. C'est mort. Le reste, c'est mort, je m'en pas. Ça fait pas partie, ça. Et bon. Et donc, je me dis, je vis 10 ans de primes. Le dernier job, je demande à mon boss, je dis, je t'en prie, enlève-moi les primes, j'en ai marre, en fait. Et en fait, c'est les primes, c'est souvent du fixe déguisé. Parce qu'en fait, tu te dis, comme ça, si jamais je vire la personne, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, ça a pas de sens. Et ce qui a du sens, c'est de la redistribution, mais pas des primes, en fait. Pour moi, ce qui fait sens dans une entreprise, c'est tout le monde met tout le monde met comment on dit, sa main à la pâte ou sa pierre à l'édifice, c'est ça. Et en fait, pour moi, la redistribution, elle doit être globale. On travaille dans un collectif et chacun est important dans ce collectif. Il ne doit pas y en avoir un qui a des primes et l'autre non. Ça génère des trucs pas possibles. On peut en reparler, du vécu et ça faisait partie, en tout cas, de la cohérence globale de Yeta. Alors, on reviendra sur la cohérence globale et notamment cette partie redistribution, bien évidemment, et la cagnotte créative qui est un pilier important chez vous. Moi, j'ai quand même une question, c'est que aujourd'hui, c'est pas le plus vieux métier du monde, le métier de commercial, mais c'est un vieux métier. Qu'est-ce que t'as entrevu comme limite, justement, dans ce parti pris-là, qui est fort, en fait? Est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, y a des talents qui vont pas venir, ça me fait chier, mais en fait, c'est pas grave parce qu'ils auront pas le mindset de la boîte. Tu vois, quels étaient les avantages, inconvénients d'un truc aussi ambitieux, tu vois, audacieux? Alors, déjà, on peut parler aussi de l'inspiration du zéro prime qui vient, je pense que tu dois le connaître du bouquin de Daniel Pink. Je crois que c'est La vérité sur ce qui nous motive en français. Et en fait, qui te parle de motivation intrinsèque et qui t'explique en gros que, en fait, les besoins, en fait, pour la motivation, c'est pas l'argent, sauf si tu fais vraiment un job qui est hyper, je sais pas, alimentaire ou pénible. Voilà, tu vois, voilà. Et en fait, les clés de la motivation d'une personne, c'est l'autonomie, le sens et l'expertise. En fait, c'est ces 3 points-là. Je trouve que, pour moi, ça résonne complètement et en fait, déjà, on commence sur cette base-là. Après, déjà dans l'organisation de Yeta, moi, Peter, il était bizdev aussi. Donc, on est 2 quand même à la tête d'une boîte à venir de là. Et en fait, on ne veut pas embaucher de bizdev pour le moment. On veut pas de fonction staff. En fait, on veut limiter au maximum les fonctions staff. Donc, dans l'équipe, t'as des spécialistes du product. Mais pour le moment, il y a le minimum de staff. Donc, nos enjeux, c'est plutôt de travailler vraiment sur cette acquisition, sur l'acquisition, pour qu'après, ça soit l'équipe, en fait, qui pilote les fonctions commerciales, RH. Tu vois, on va se faire aider, mais on veut vraiment limiter. Donc, pour le moment, on n'a pas de limite, on n'a pas voulu embaucher de bizdev. Donc, en fait, il n'y a pas ce problème sur le marché de, t'es en concurrence avec d'autres, parce qu'en fait, pour le moment, en tout cas, dans nos décisions, aujourd'hui, on est 17. Donc, on a pas vraiment besoin. Demain, on en reparle. Là, je suis à date, c'est voilà. Donc, j'aurais dit, là où je vois une limite, c'est peut-être pour embaucher un bizdev pour pouvoir être au marché, tu vois, pour pouvoir être crédible par rapport à ton marché. Pour autant, pour le reste, à partir du moment où tu redistribues les bénéfices, pour moi, les primes, c'est tu vois, il y a pas besoin. Il y a pas de, ça n'a pas de sens. Alors moi, je reviens souvent sur ce sujet-là parce que dans la notion de prime, il y a des primes sur la performance, donc qui peut être une performance individuelle. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu combats, mais tu as probablement raison. Mais sur la performance collective, et ça, on va y revenir. Et puis, après, il y a je dirais... moi, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé, mais qui peut effectivement créer des points de cristallisation, qui est les primes, on va dire, subjectives sur l'énergie apportée, tu vois.
sur comment, en tant qu'individu, tu vois, je suis un élément moteur. Alors toi, tu t'es un peu affranchi de ce sujet-là parce qu'en fait, nativement, tous les collaborateurs sont finalement assez moteurs dans la boîte, sur la mission, la vision, etc. Mais du coup, mais il y a ce côté, effectivement, tu vois, où tu as des objectifs qui peuvent être des objectifs de visibilité, écrire plus de contenu, être visible, etc. Potentiellement. Et donc, voilà, moi j'aime bien ce côté-là. Toi, c'est un truc, pour l'instant, c'est pas un sujet en fait. Toi, je pense que l'argent n'a pas enfin, tu vois, pas forcément sa place là. Okay. En fait, quand t'es moteur dans une organisation, etc. En fait, est-ce que tu le fais pour le kiff ou pour, tu vois, une récompense financière? Je crois pas. Voilà, ça c'est ma perception. Ouais, mais je suis d'accord. J'aime beaucoup. Et justement, la redistribution, on en parlait juste avant. T'as un fonctionnement donc un peu particulier qu'on a pu voir. On parlait de Shodo. Alors ils le font de manière un peu différente, hein, bien évidemment, mais ça a été une inspiration. Ouais. Et ça prend la forme de ce dont je parlais tout à l'heure, une cagnotte créative. Est-ce que tu peux nous raconter juste, bien évidemment, comment l'idée, elle t'est venue au-delà de peut-être de l'inspiration Shodo, et puis comment ça se concrétise, tout simplement? Alors il y a eu aussi dans les inspirations, mon ancienne boîte, avant qu'elle se fasse racheter, qui avait plein de trucs hyper innovants, hyper chouettes, qui avait un espèce de système qui pouvait ressembler à ça. Enfin bon. Donc, le principe de Yeta, c'est de proposer, en fait, dans le socle de Yeta, en fait, on a un socle de base dans lequel tu as des jours de déstaffing, une cagnotte pour de la formation. Enfin, tu vois, on a prévu un socle, en fait, qui, pour nous, est le socle de base pour être bien en entreprise, en tout cas chez Yeta. Dans ce socle-là, tu as 6 jours de déstaffing par an, tu as 3 000 € par an et par personne de formation, tu as un budget confort, tu sais, alloué pour, tu veux t'acheter des écouteurs, des trucs, enfin, pour le matos, job, quoi. Ça, c'est le truc de base. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut, c'est en effet pouvoir redistribuer les bénéfices de Yeta pour un système plus juste, plus égalitaire. Et on le fait de 2 façons. Donc, tu as 15% des bénéfices qui part en participation intéressement. Donc ça, c'est individuel, mais du coup, tout le monde a la même chose, quoi. Et tu as les autres 15% qui sont donc une cagnotte créative. Cette cagnotte-là, elle existe pour en fait faire des choses en plus du socle de base de Yeta. Donc, par exemple, là, on a l'équipe qui a décidé, donc, ça, c'est l'équipe qui décide, en fait, ce qu'elle veut faire de cet argent. Là, par exemple, en ce moment, tu as 30 000 € dans la cagnotte. De cet argent-là. Pour 17 collaborateurs, c'est pas mal. Pour 17 collaborateurs, ouais. Et qui existent, là. Enfin, ils ont des cartes bleues, enfin, tu vois, ils peuvent dépenser cet argent-là. Et donc là, par exemple, t'as 2 idées de produits qui ont popé. Un produit, t'as une BD, en fait, une partie de l'équipe qui travaille sur une BD, et une autre partie de l'équipe qui travaille pour, en fait, en association avec, en partenariat avec une association pour aider des entrepreneurs à créer leur boîte, quoi. Et donc, en mode conseil pro bono, quoi, limite. Ouais, tu vois, ça fait ça. Ça pourrait être, j'ai besoin de me déstaffer pour écrire un article, parce que ça me fait plaisir. Et donc, en fait, on considère ça comme du temps hors travail, en fait, finalement. En fait, c'est en plus. Sur les horaires de travail, mais voilà. En fait, l'idée, c'était de se dire, on veut que les bénéfices de Yeta permettent à chacun et d'avoir à la fois, en fait, des petits plus, quoi, ou des gros plus. Ouais, ou de s'accomplir. Ouais, de s'accomplir et de pouvoir travailler sur des projets, des produits collectifs avec d'autres membres de l'équipe, et aussi, pourquoi pas, aller s'inspirer. Moi, j'ai aucun problème si l'équipe dit, alors on va aller au musée, on va aller au Louvre vendredi après, on a besoin de sortir un peu. Bien sûr. Et donc, on s'est dit, ok, on a mis un tarif sur une journée de déstaffing, on a pris le même tarif pour tout le monde qui est 500 €. On dit, en fait, hop, tac, il demande, en fait, et la règle, donc les difficultés, c'est après comment on fait, les règles et tout ça. La règle aujourd'hui, c'est... comment t'évites le Far West, quoi, parce que c'est là où ça peut vite déraper, en fait. Donc, en fait, alors, pour te dire... On sent que c'était long. Non, en fait, pour te dire, la cagnotte, au début, en fait, elle ne se dépensait pas. Parce que les gens, ils n'osaient pas. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les congés illimités. Oui, c'est ça. J'étais là, mais on y va. En fait, je vais pas quand même prendre la... Du coup, comment t'as lancé le truc? On l'a dit ça. Tu vois, je disais, mais c'est pas possible. Ouais, mais le dire, c'est, t'as toujours, ça va pas lancer le mouvement. On a un peu poussé. Ouais, c'est ça. On a un peu poussé. T'as incité fortement. Non, et c'est super. En fait, il en faut un. Ce qui a été chouette, c'est que dans l'équipe, il y a Romain, en fait, qui me connaissait d'avant. Enfin, ça aussi, c'est...
comment dire, quand tu crées une nouvelle, une boîte un peu différente, avec un modèle différent, tu te dis, bon, en fait, il y a une cagnotte créative, je veux que les gens soient francs les uns avec les autres, etc. En fait, quand on ne connaît pas d'avant, on peut se dire, en fait, elle dit ça, mais on sait pas quoi. Ouais. Et ce qui était chouette, c'est que, donc, j'avais Romain que j'avais rencontré avec qui j'avais bossé il y a 7-8 ans. Lui, il savait que c'était vrai. Donc, du coup, en fait, il a osé. Donc, ça a été chouette. Bien sûr. Fait, il a osé dire, allez, on y va, on fait ça. Et puis, donc, du coup, il y a quelqu'un d'autre, Léo, assez rapidement aussi, qui a dit, allez, je veux qu'on monte une BD. Il a embarqué. Les premières dépenses ont commencé, mais là, on en est au début. Je crois qu'il y a que peut-être 5 000 € qui ont été dépensés. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et donc, là, j'en parle. C'est appel à l'équipe. Allez-y. Lâchez-vous, mais pas trop. On y va, l'argent existe. En plus, c'est de l'argent qui existe vraiment. Bien tu vois, on a bien un compte. Donc, non, trop bien. Donc, en fait, le truc de base, plutôt, c'était pousser à dépenser. Et après, ce qui posait problème à l'équipe, c'est c'est quoi la règle qu'on se donne? Donc là, on est pour le moment, mais je pense que ça va rebouger. On est sur une règle de, tu dis par exemple, coucou, si ça pose de problème à personne, je vais me déstaffer pour écrire un article. Donc ça, on le fait en asynchrone sur Discord. Nous, on utilise Discord. Et donc, si quelqu'un dit non, bon, c'est non. Mais si personne ne tire, tu vois, on fait... Sur un truc comme ça, finalement, t'as assez peu de gens qui doivent dire non, j'imagine. Écoute, pour le moment, il y a personne qui dit non. Donc ça, c'est vraiment du vote, quoi. Et là, personne n'a plus de poids que l'autre, quoi. Non, en fait, ce qu'on essaye de faire, ce qui fait pas mal dans les prises de décision, c'est hyper dur, collective, un peu associative, c'est est-ce que ma décision pose vraiment un problème à quelqu'un? Si oui, discutons-en, essayons de, tu vois, collaborer et tout ça. Mais là vraiment, on tâtonne là-dessus. Pour le moment, on n'a pas eu de gros problèmes, mais on voit bien qu'on n'est pas encore hyper fluide là-dedans. Enfin, tu vois, ça c'est clairement des trucs sur lesquels il faut qu'on s'améliore. On va le faire au fil de l'eau. Et il faut aussi, je crois, quand l'équipe elle se construit, que tu te sentes, t'as plusieurs phases dans la vie d'une équipe. Il faut que les gens ils se sentent suffisamment à l'aise les uns avec les autres pour pouvoir être francs. Donc c'est tout l'enjeu aussi pour pouvoir poser leurs idées. Mais du coup, comment les idées elles émergent? Est-ce qu'il y a une mécanique particulière ou c'est tu interviens quand tu veux, ou il y a une boîte à idées à l'ancienne? Enfin, comment tu viens? Alors comment les idées viennent, et deux, est-ce que tu viens les stimuler? Alors les idées souvent elles sont portées par c'est une personne qui a popé. Toi, là, les 2 idées de produits, c'est une personne, on n'a rien fait, on n'a rien du tout. C'est dit, j'ai ça en tête. Il a dit, je veux faire une BD. 2-3, ils étaient chauds, paf, ça a suivi. Donc ça, c'est Léo qui lance là. Et on a Raphaël aussi de l'autre côté, il a dit, moi, je veux créer un produit et partager toutes les coulisses de mon produit. Je dis, trop cool comme idée. Bien sûr, super. Et puis donc, l'équipe, en fait, on a Nadim dans l'équipe qui fait partie de l'association Diversity Days, qui est même président de l'asso, et en fait, qui a dit, mais trop bien, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse aider, en fait, des entrepreneurs Diversity Days. Enfin, tu vois, il y a eu voilà. Ce qu'on fait pour générer ça, c'est, tu sais, les fameuses journées, on appelait Yeta Days, j'aime pas trop le nom, c'est pas grave, ça. Des 6 jours par an. L'après-midi, en fait, on construit. Et là, ça permet à l'équipe de se donner un peu, de faire popper des idées. Voilà. Ça, voilà. Une notion d'idéation collective. C'est ça. Et après, ils suivent. Et maintenant, on a fait un truc chouette depuis peu. On a la démo, en fait, côté Yeta, une fois par mois. Donc, on essaie de construire Yeta comme un produit. Donc, un peu comme tu vas retrouver dans des équipes agiles. On a des démos, on a des rétros, on n'a pas de délit, on a de l'asynchrone. Enfin bon. Et donc, dans la démo, on a tous des idées, en fait. Par exemple, le cercle produit, le cercle BD et l'autre cercle, en fait, qui nous raconte un peu où est-ce qu'ils en sont. Chacun raconte un peu l'état du... Donc, ça donne après d'autres idées. Ouais, c'est ça. Tu rebondis, il y a un espèce d'effet ping-pong. Et quelqu'un d'autre se dit, purée, en fait, on pourrait créer ça. Et dans les deux produits, tu as 3-4 personnes à chaque fois. Puis après, tu as plein d'autres idées qui ont popé. Si tu as envie de venir te greffer sur un cercle, tu peux venir te greffer sur le cercle. Tu te greffes. Donc, ce qu'on essaye de faire, Hipster, c'est que moi, je me greffe pas, par exemple. Je me dis, en fait, parce que il y a des trucs où je pense que c'est des trucs d'équipe. Moi, j'ai mes sujets où je pense qu'en plus, j'aime bien parler. J'ai pas envie d'imposer mon style, quoi. Je veux que l'équipe, elle le fasse elle-même. Je trouve que c'est cool. Et j'aime bien suivre enfin, c'est cool, quoi. T'as peur de brider, peut-être, ou que les gens soient moins libérés, etc. Ok. C'est important. Merci pour cette transparence-là. Je pense qu'effectivement, c'est important parce que c'est vrai que nous, on se pose souvent cette question-là. Moi, tu sais, j'anime
je suis fresqueur, j'ai une fresque de la marque employeur et on anime souvent des ateliers pour des clients. Et en fait, souvent, il y a des clients pour qui ils ont du mal à intégrer la direction dans l'atelier, tu vois. Et en fait, il faut savoir qu'ils sont à poil, quoi. Faut leur dire, si vous venez, faut pas que tu aies une posture de dirigeant, quoi. En fait, tout le monde est logé à la même enseigne. Et en fait, c'est pas évident pour des gens qui n'ont pas la maturité de le faire, etc. Pour d'autres, moi, j'en ai fait une pas la semaine dernière encore, où effectivement, il y avait un membre du COMEX, il était là, et puis je peux te dire, il mouillait le maillot, mais pas moins qu'un autre, quoi. En fait, il y avait cette notion et je trouve que ça, c'est quelque chose de très smart. Tu parlais d'une des difficultés qui était effectivement d'organiser un peu ça, de régir un peu avec quelques règles, etc. Les process, malheureusement, on peut difficilement s'en affranchir. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés, en fait, où tu t'es dit, où là, tu t'es dit, ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ou un truc qui a été difficile, un frein? Sur par rapport quoi? Sur la redistribution et la cagnotte créative. Oui. Au tout début, en fait, on n'avait pas prévu en fait que le socle, en fait, qu'on mette dans le socle Yeta, donc hors cagnotte créative, la formation, le budget confort, on l'avait intégré dans la cagnotte créative en se disant. Tout le monde pioche un peu comme il veut, tu vois, genre je veux faire tel conf, tel truc, machin, etc. Tu vois, on demande à l'équipe. Et là, c'est l'équipe qui nous a dit, en fait, c'est merdeux ce truc parce qu'en fait, on n'ose pas. Et en fait, je le comprends parfaitement. On est au début, on se connaît pas forcément. Moi, j'ai envie de faire une formation directe à 2 ou 3 000 euros. Et en fait, il y a un côté un peu méfiant où tu regardes un peu ce qui se passe. Tu vois, tu veux pas y arriver. Donc là, on a réadapté en réalité. On est ressorti. On a en fait défini les contours, je dirais, de la cagnotte. Qu'est-ce qu'elle doit faire ou pas faire. Et il y a eu aussi un truc au début, moi, qui me faisait peur, c'est le côté fun. Alors, au début de la cagnotte, je crois qu'il y avait eu des personnes qui voulaient, je sais plus, faire une soirée ou un truc avec, etc. Et je me suis dit, merde, en fait, si la cagnotte, elle est là pour financer du fun, en fait, de l'apéro, c'est pas le sujet, quoi. En fait, moi j'adore, tu vois. Il y a pas de, mais en fait, non, là, l'objectif, c'était plus de, non, en fait, c'est un outil en plus pour pouvoir, donner libre cours à sa créativité. Alors bon, tu me diras pourquoi pas les apéros. Ça t'entraîne. Voilà, c'était un peu la peur et en fait donc du coup de bien redessiner les contours, d'avoir d'expliquer en fait. Tu vois, il y a eu un moment donné on a réexpliqué et là on se reparle de la cagnotte créative aujourd'hui. Je pense qu'on va s'en parler dans 3 ou 4 mois. Elle aura bougé. C'était ma prochaine question. Tu vas couper l'herbe sous le pied. Désolée. En fait, je pense qu'elle va rebouger là. Par exemple, quand t'es 80, tu crois que 80, c'est encore jouable, tu vois, un truc comme ça. J'adorerais. Ouais, franchement, j'espère là, ça va être. Moi, c'est ce que j'adorerais, c'est après les enjeux, c'est comment on va scaler, on se fera accompagner, je pense, parce que j'adorerais qu'on garde cet état d'esprit collectif, cette cagnotte, elle est trop bien. Enfin, il y a plein de trucs qui sont chouettes, il y a plein de trucs qu'on va améliorer au fil de l'eau. Voilà, je nous le souhaite. Quoi. Alors. Sur un truc comme ça, tu vois, tu disais faut scaler, etc. Je pense que tu as absolument raison, c'est très important parce qu'en fait, elle est polymorphe, en fait, cette cagnotte. Quand tu dis on va se faire accompagner, peut-être que tu n'as pas la réponse. Par qui on se fait accompagner? Parce qu'en fait, soit tu vas voir un cabinet de conseil lambda, etc. Donc, c'est un cabinet de conseil qui se fait accompagner par un cabinet de conseil, qui s'est fait accompagner par un cabinet de conseil. Non, mais. Ou alors, c'est quoi? Tu vas voir un mec comme Shodo, ou alors tu vas voir des entrepreneurs. Comment tu. T'imagines quoi? On digresse un peu, mais je trouve que c'est important. Alors déjà, je crois que là, le réseau d'entrepreneurs est hyper important. Moi, du coup, je l'avais pas du tout parce que je suis une entrepreneur junior, comme je dis souvent. Donc, en fait, ça, je l'avais pas. Donc là, on est en train de se le construire. Donc ça, je pense qu'il y a aussi comment vous avez fait ça, comment vous avez fait ci, trop cool. Voilà. Ça existe, comme le club Bootstrap ou les trucs comme ça. Ouais, tu vois, t'as ça. Et puis, il y a des clubs où il y a des, tu vois, il y a il y a des moments, voilà. Après, t'as tout ce qui est moi, j'ai quand même pas mal dans mon réseau des coachs agiles, tu vois, d'orgas, des personnes qui ont fait pas mal d'orgas ou de produits et qui ont vu plein d'organisations différentes. Et le fait de toute façon de raconter son organisation, enfin, tu vois, ça t'aide. Par exemple, en début d'année, on s'est fait accompagner par
Nicolas qui nous a aidés pour justement définir la mission, la vision, parce qu'en fait, c'était un peu le bordel déjà, une quinzaine, quoi. Ouais. Un peu le bordel. Et en fait, grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a mis en place la démo, qu'on a pu retravailler sur ça. C'était quelqu'un d'extérieur, c'est ça? C'était quelqu'un d'extérieur. T'as quand même cette notion de pas de côté, elle est importante aussi, de se dire, en fait, t'as quelqu'un qui a une vision fraîche, on va dire, de ce qui se passe. Ouais, et à qui, surtout, ce qui est chouette, même, tu vois, regarde, on en discute tous les deux, le fait de raconter tout ça, tu prends un pas de côté, tu dis, ça c'est cool, ça, voilà. Et t'as toujours un avis, un truc qui se passe. Moi, je me nourris beaucoup des échanges, justement, avec des gens. En fait, ça va avec, tu sais, tes sources d'inspiration. Moi, je veux avoir des gens hyper différents autour de moi pour pouvoir piocher aussi, me dire ça a résonné hyper fort, tu vois, t'as des trucs qui résonnent et puis on verra. Enfin OK, affaire à suivre, on va regarder ça de près sur les prochaines semaines et les prochains mois. On espère bien évidemment que ce sera un bon carton, c'est certain. Et surtout que ça sera un excellent levier de fidélisation de collab. Il y a un autre point sur lequel que je voulais évoquer aujourd'hui. Je vais pas citer 12 fois Jonathan, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté effectivement d'avoir un sujet de transparence presque radical au sein de la boîte. Il le faisait sur la grille des salaires, je crois qu'il le faisait en interne et une partie à l'externe. Alors il y a une réglementation assez stricte sur le sujet quand même. Toi, avec ton associé, Peter bien évidemment, vous vous êtes dit, nous on va faire une grille des salaires qui va être transparente donc pour les collaborateurs, donc à l'interne, potentiellement la mettre à l'externe aussi pour que les gens puissent un peu se repérer. Mais on va pas s'arrêter là aussi, on va se dire, on va partager c'est quoi notre business model et on va partager aussi la strat. Je suis un peu grossier, un peu familier, c'est un choix un peu couillu, potentiellement un peu casse-gueule, je sais pas, tu vas nous le dire. Et du coup, pourquoi avoir fait ça, tu vois? Alors déjà, moi c'est ma première boîte et il fallait que déjà je rêve un peu avec ça. Tu vois, là je crée la boîte. Tu te dis, si tu le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je le fais pas en fait. Là on y va fort, quoi. On y va vraiment. On y va avec les tripes. Moi, je suis convaincue que la transparence, alors je vais aller plus loin. L'exposition, parce que la transparence, c'est, on vient de te demander de l'info, tu la donnes. L'exposer, par contre, c'est dire, tu me la demandes même pas. C'est ça, bien sûr. Et je te l'expose. Et l'exposition, pour moi, c'est hyper bénéfique parce qu'en fait, quand tu exposes déjà, il faut que tu sois fier de toi. En fait, est-ce que tu es fier de ce que tu exposes? Donc, ça te permet, ça t'oblige, en fait, à être en recherche d'excellence par rapport à ton offre et à te dire, est-ce que déjà, moi, ce que j'expose, là, je suis content. Voilà. C'est solide, quoi. Ouais, c'est solide. Et en fait, ça t'oblige à être hyper innovant, créatif et à se remettre tout le temps en question. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment le truc qui, moi, m'excite le plus. En fait, on a créé Yeta pour être innovant, pour être créatif. Et donc, on y va. Et on y va et on le montre en fait parce que t'as ceux qui vont te dire t'as une culture, j'ai une culture qui est chouette et tout ça, et puis il y a vas-y, on le fait. Alors c'est galvanisant, mais c'est épuisant. J'allais dire non. Enfin, oui, c'est. Ou alors c'est énergisant. Je sais pas si c'est épuisant. En fait, à nouveau, moi, je découvre aussi la vie d'entrepreneur. Donc, je sais pas si ça avait été différent. Ouais. Si ça avait été. Enfin, tu vois, voilà. Ça, je le sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est que je suis hyper fière. Et ça, je crois que Peter est hyper fier. L'équipe l'est également. Et pour moi, ça, c'est hyper important de se dire, là, j'essaye de faire de mon mieux. Et pour moi, la transparence, la redistribution, enfin, tout ce dont on se parlait, c'est faire de mon mieux et je veux qu'on aille encore plus loin. Et cette démarche-là, c'est de la recherche d'excellence, quoi. Recherche d'excellence, impact sur le collectif. Ouais. Juste pour être très concret sur la grille des salaires, c'est quoi la mécanique? Comment ça se passe très concrètement? Alors nous, ce qu'on a fait déjà, c'est que la première année, donc on l'avait pas prévu pour te dire de l'exposer à tout le monde. La première année, on le faisait qu'entre nous. Et alors en plus avec c'était horrible. On avait un espèce de fichier Excel dégueulasse. Comme on a toujours le fichier Excel un peu dégueulasse au début. Donc on regardait, on montrait aux candidats. En fait, on voulait l'idée de base, c'est que je voulais pas faire du salaire un sujet tabou qui arrive en dernier entretien. T'arrives à ton 18e le gros point de friction et les mecs tapent à côté et tout. C'est ça, on te dit, attends. Alors du coup, t'avais 100K, maintenant t'as 50. Bon, voilà. Ouais, bien sûr. Donc ça, et puis je veux pas, tout comme
tu arrives dans une boîte, j'ai envie de convivialité, et ben dès l'entretien, tu vois, ça c'est hyper important pour moi, on se sent bien en fait, on met les pieds dans le plat, c'est à nous de le faire. Enfin, pour moi, c'est pas au candidat de dire je veux ça et tout ça, non en fait, non. Les prix du marché, c'est à peu près ça, on les connaît, enfin tu vois, bon. Donc on a commencé par ça, le fichier Excel. C'est difficile parce qu'en plus, les salaires, ils bougent un peu tout le temps. Et nous, on avait un peu 3 typologies de population. Chez Yeta, tu as des product managers, des product designers et des facilitateurs. Et en gros, on savait pas, en fait, si... Donc, tu as un peu les designers qui sont un peu moins rémunérés que les managers. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, en fait, on a fait un décalage dans la grille. On s'est aperçu que ça posait quand même des problèmes. Les agilistes et les product managers, ils sont plutôt alignés. Enfin, bon, bref. Bon, de toute façon, t'es pas parfait. Ouais. L'idée de la grille, moi, j'aimais pas trop parce qu'à chaque fois que tu veux mettre les gens dans les... Enfin, c'est un peu infernal. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, on s'est dit... Ça peut brider l'évolution aussi, etc. Ça peut attirer un peu une petite méfiance, défiance. T'as pas de solution parfaite. Et en fait, on se disait, OK, il n'y a pas de solution parfaite, mais à choisir, je préfère avoir une grille qui soit imparfaite, mais qui soit exposée, dans laquelle on puisse discuter hyper librement et qui met les pieds dans le plat, en réalité, et que, en fait, rien du tout, quoi. Donc première année, on l'a gardé que candidat, on en parlait. Et puis là, je sais pas comment ça s'est passé. On s'est dit, mais en fait, il faut qu'on l'expose, cette grille. Okay. Et là, ça a été cool parce qu'en fait, du coup, on s'est dit, bah, il va falloir qu'elle soit jolie. Il va falloir que maintenant le truc Excel, c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui est chouette dans l'exposition. C'est qu'en fait, ce que tu fais après, ça devient beau. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est hyper important. Ouais, bien sûr. Je veux que tous nos contenus et tout ça, je veux que ça soit beau, je veux qu'on soit fier. Et ça, c'est les vertus de l'exposition aussi. C'est de se dire, bah là, tu chéris la forme, le fond, et là, t'as pas le choix, donc t'es nu, mais du coup, t'as fait du sport, tu vois, t'es beau. Et donc, on a commencé aussi à travailler sur la forme, et je pense que bah, ça nous a fait un bien fou. Et en fait, les gens, écoute, le retour, il a été génial, parce que les grilles, elles sont imparfaites. Même pour te dire, la grille qu'on a exposée, il y a une coquille à l'intérieur, personne s'en est rendu compte. Donc, je le dis, il y a une coquille. S'ils écoutent, ils le savent. Trouver la coquille. Où est Charlie? Il y avait une coquille. Ouais, c'est exposé en ligne sur un drap? Ouais, on l'a mis sur LinkedIn, sur notre site. On l'a mis un peu partout, en fait. Okay. On l'a mis un peu partout. Et puis après, une fois qu'on avait fait ça, quand Nico nous a accompagnés sur la mission, la vision et tout ça, il nous a dit et ça, là, le challenge, tu sais, genre, ça, vous l'exposez ou pas? Bah ouais, vas-y, est-ce que, on l'expose ou pas? Eh ben, on s'est dit, ah ouais. Et là, à chaque fois, tu sais, t'as la moitié des membres de l'équipe, ou peut-être t'as 30% qui disent, ah vraiment, on doit l'exposer. Enfin, t'as un peu de crainte. T'as quelques réticences, ouais. Et il y en a pas mal, on est pas mal à être en mode, allez, on y va, on le fait, quoi. Et c'est chouette, c'est une des valeurs de Yeta. Et c'est chouette parce qu'on se dit, ok, on le fait ensemble. En fait, tous, finalement, vu que ce modèle, il est hyper, tu le retrouves pas trop, on expérimente des trucs ensemble. Et puis après, si c'était une connerie, on se le dira. Ouais. Et puis, on l'a, au moins, on l'a fait. Oui, mais si les collaborateurs savent que c'est mouvant, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que tu peux revenir dessus. Ouais. Moi, la question que je me posais, et du coup, ils sont capables de consulter aussi les rémunérations des autres, etc. Ou... Ça, on l'a pas fait. Tu vois, j'avais écouté un podcast sur bref. Il y a des boîtes où, tu sais, t'as un espèce d'intranet où tout le monde a accès au salaire de chacun. Et ça, non. En fait, on l'a pas fait. Je crois que ça me gêne un peu, ça. Tu vois. Autant, je trouve que c'est assez facile de déduire, en fait, les salaires, parce que la grille, elle montre un peu qui est où. Je sais pas si c'est une bêtise ou pas qu'on l'ait pas fait. Enfin, moi, je sais pas. C'est une étape plus profonde, mais que potentiellement, qui peut mettre plus mal à l'aise, peut-être. Je sais pas. Tu vois, je trouvais ça... moins un peu trop loin. Tu vois, en tout cas moins fluide, quoi. Enfin, il y a des trucs où tu te dis, je sais pas trop pourquoi ça me gêne. Mais ça me gêne. Mais ça, pour moi, je le ferai pas. Ouais. Ok. La question que je me pose, c'est, alors je sais plus si on en parle en intro, mais la boîte, elle est jeune, elle a 1 an et demi. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé, moi, par ailleurs, très intéressant, parce que souvent, on reçoit des entrepreneurs ou entrepreneuses qui sont vachement rodés, ça fait 10 piges, qui montent des boîtes, etc. Et franchement, ils ont des super parcours. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on s'exprime aussi pour les gens qui vont monter une boîte demain, tu vois, je suis assez maladroit comme d'habitude, qui vont monter une boîte demain, et du coup, la question c'est de se dire, comment tu fais quand tu as 1 an et demi de boîte pour
parce que c'est ce que tu me disais un peu, t'as pas forcément le retour très concret du truc. Comment tu fais pour un peu mesurer tous les impacts, tu vois, de ces initiatives-là, de cette ambition que tu as de départ, de toutes ces valeurs et de ce socle? Ouais. Et pour mesurer, pour nous, la mesure, c'est déjà le nombre de candidatures en fait qu'on a sans, tu vois, on chasse pas. Aujourd'hui, on n'a pas quelqu'un. C'est que de l'organique. Au tout début d'Yeta, Peter envoyait des messages et tout ça sur LinkedIn. On a fait une page Welcome to the Jungle hyper rapidement. On s'est dit bon, vas-y, on teste. Ça n'a pas marché. Ça. Non, c'est ça. Je sais pas. Je les ai pas dans le pif. Mais j'en sais rien. En fait. C'est ça. C'est hyper dur de savoir parce que en fait, tu sais pas d'où les gens ils connaissent ou ils connaissent pas. Tu poses pas la question en entretien. J'essaye et puis après, tu sais, tu te dis bon. Moi, je pense qu'elle est très importante cette question. Mais des fois, ils savent pas trop. Et et donc nous, la mesure, c'est déjà, est-ce que on a des candidatures et des clients. Et en tout cas, nous la mesure, elle est hyper rapide. C'est très concret notre job. C'est est-ce que du coup ton modèle dans un environnement qui est hyper concurrentiel, il donne envie aux gens de te rejoindre. Et est-ce que les clients ils ont envie de travailler avec toi ou ils sont contents Et donc nous, ça a été assez rapide finalement. La première candidature, j'y croyais pas. Tu vois, je me disais, il y a quelqu'un vraiment qui veut, tu vois, qui comment il nous a trouvé. Mais il veut vraiment. Et puis après, t'as aussi un espèce de truc de quand tu crées le modèle, je trouve, et quand il est, on l'a créé, on s'est dit, on fait le modèle qui nous ressemble le plus avec Peter, les valeurs qui nous sont chères, et en fait, tu sais pas si les gens en fait, ils vont kiffer. Bien sûr. Tu sais pas. Ouais. Et là, quand tu commences à te dire, et quand t'as des gens qui disent, et en plus, on a tout écrit, on a essayé, notre objectif, c'est de dire, écoute, on se met complètement à nu, on essaye de tout dire. Comme ça, quand tu sais où tu mets les pieds, tu vois. Et donc, quand les gens te disent, mais j'adore, on a été, limite, on voulait embaucher tout le monde qui nous disait j'adore. Parce que c'est vachement valorisant. En fait, ça rassure énormément. Et puis, tu dis, vu que t'as quelqu'un qui adore, du coup, ça va bien se passer. Bon, bêtise, hein. Évidemment. Il faut en faire. Bon, voilà, ça n'a pas été les bonnes choses, mais ça nous a fait aussi, ça nous a fait un bien fou, ça te met en confiance. Et après, tu commences à itérer dessus. Et maintenant, tu vois, limite, quand t'as quelqu'un qui dit, trop cool votre modèle et tout, t'es là, ouais, c'est vrai. T'oublies un peu le truc bien sûr. En fait, c'est trop chouette. Non, et tu vois, jamais justement, les avantages de la transparence et de l'exposition, c'est que tu te reposes jamais sur les acquis. Parce qu'en fait, vu que t'as tout exposé, il y a quelqu'un qui peut faire exactement pareil que toi. Donc, en fait, tu peux plus dire c'est cool. Non, tu vas chercher le truc d'après, Mais c'est important de se rappeler constamment aussi du chemin parcouru. Donc même si c'est fait que 1 an et demi, et dans 5 ans, il faudra se dire voilà comment ça s'est fait par étapes. Alors moi, j'ai une autre question qui est peut-être un peu plus casse-gueule, c'est que t'as des collaborateurs, ils savent que c'est mouvant, ils savent qu'il y a une ambition qui va changer. Ça, je trouve ça très cool. C'est un beau projet. Après, j'imagine que eux-mêmes sont en attente. Moi, je suis le premier en attente aussi. C'est quoi le next move? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, est-ce que tu avances à petits pas et tu te dis, bon, je sais à peu près ce que je vais faire, ou tu te dis, ouais, je veux continuer. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais je veux que dans les 12, 18, 24 prochains mois, 5 prochaines années, je sais pas, je veux que ça continue à pulser comme ça tu vois, en innovation. Ça, c'est vrai que c'est dur et ils nous le demandent et qu'est-ce qu'on fait, et je comprends. Et j'ai deux côtés. On a des idées avec Peter, il y a des trucs qu'on a grave envie de faire. Et on se dit, si tu exposes ces idées-là, en tout cas sur ce que tu as envie de faire, tu peux aussi avoir un effet tu brilles de la créativité de la team. Bien sûr. Et donc ça me fait hyper peur. Donc il y a des trucs que je dis un peu. Et il y a des trucs où en fait c'est comment arriver à trouver le juste milieu entre je donne de la vision un peu plus à plus long terme et à la fois je laisse un truc qui soit suffisamment flou, en tout cas où les personnes ont suffisamment de place et l'autonomie, parce que ce qu'on adorerait finalement, c'est de créer un écosystème où il y a des bulles autour de Yeta et qui soient co-créées, en fait co-construites par des membres de l'équipe. En fait, ça c'est le truc qu'on a vraiment envie, parce que on sait qu'Yeta, il y a une taille qui va plus nous, on sait que ce côté très systémique, de créer des bulles avec qui tu vois tu collabores. Il y a plein de choses à faire en fait sur justement ces modèles là. Je pense qu'on peut en fait
les embarquer sur plein d'autres business, enfin d'autres business. Et donc ça, c'est vraiment, en tout cas moi, c'est ce que j'adorerais. Et puis il y a la vie, il y a quelqu'un que tu vas rencontrer et qui a un projet qui est extraordinaire et tu vas dire ok, mais je te laisse la place et t'y vas en fait. Et ça, j'adore. Enfin, ça, c'est les surprises. Et là, depuis le début d'Yeta, on a fait des rencontres incroyables et je me dis bon bah voilà, je veux que ça soit ça qui continue. Ouais, cette notion de confiance et un peu de, je trouve que plus que de marge de manœuvre, d'être sans filet quoi. Ouais. Top. En tout cas, toutes ces initiatives, je trouve qu'elles sont très cool. Moi, j'aime beaucoup. Je te remercie d'être venu, en tout cas, en parler. Je te propose qu'on passe aux dernières questions, à la dernière partie du Lundi au Soleil, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, je crois que c'est bon. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience, un bon ou un mauvais souvenir, soit dans le cadre de Yeta, soit dans le cadre même de ces initiatives-là, ou de recrutement écoute, je crois que je t'en ai raconté. Enfin, je vais raconter une anecdote plus pour. Là, ça va être plus pour donner de la force à d'autres qui ont envie d'entreprendre. C'est une copine qui m'a dit parle de ça, c'est important et tout. Quand moi j'avais 17 ans, quoi, 16 ans. Bon, en gros, moi mes profs, ils se disaient t'es nul, quoi. Enfin vraiment, genre tu y arriveras jamais. J'ai vécu la même chose. Voilà, le bac, tu l'oublies et puis le reste, enfin t'es mort dans le game, quoi. C'est fini. Et en bonne fait, éducation. Ouais. Et en fait, j'ai au début, en fait, de ma carrière, j'ai voulu me venger. En fait, je me suis dit, ah oui, d'accord, je vais pas y arriver. Ok, très bien. Eh ben, je vais me venger. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais gagner beaucoup d'argent. Parce que pour moi, je me disais, c'est ça le truc. Oui, quoi. après, c'est un truc donc, qui est très affiché dans notre société. Tu te dis, bah, en fait, c'est peut-être l'argent. Donc, je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais retourner au lycée. Je vais lui montrer, genre, les feuilles de salaire. Qui n'a pas faire ça, et voilà, truc de. Et en fait, je m'aperçois sans faire exprès, quoi, au fil de l'eau. En fait, finalement, je travaille et puis je reprends confiance en moi, que j'oublie complètement ce truc de vengeance et finalement, qu'en fait, j'ai pris confiance en moi et que, en fait, je me souviens plus, en fait, de cette personne. C'est plus le sujet. Et en fait, finalement, à chaque fois, parce que j'ai eu pas mal de personnes dans le chemin, je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent, ah ouais, tu veux créer un truc comme ça, c'est de la merde. Enfin, tu l'as, ça. Qui ont le regard critique, quoi. Ouais, c'est ça. Et ben, pour moi, c'est comme si tu mets une petite pièce, tu sais, dans une tirelire, tu me remplis d'énergie. Et en fait, je remercie ça. En réalité, tu la je trouve que c'est très, très cool parce que tu as une énergie de ça qui est extra. Donc, je crois que c'est plutôt ça l'anecdote en disant, on l'utilise cette force-là. C'est de la force, en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est important. En fait, pour moi, il y a deux choses là-dedans. C'est une très belle anecdote. Je te remercie. En passant, moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est des trucs dont j'ai un peu souffert, où t'as les profs et les gens où tu dis, voilà, où j'ai envie d'aller. Il y a ceux qui te disent, tiens, ça va foirer complètement, lamentablement. Là, tu dis, ça se rattrape pas, un truc comme ça. Tu dis, bon, ok. Et effectivement, quand t'es plus mature, tu te dis, bah, en fait, moi, je kiffe ce que je fais, donc c'est plus mon sujet. Et puis, il y a ceux qui ont la critique, je dirais, un peu plus pointue, voilà, et qui vont dire, ça va pas marcher, ton truc. Mais ça va pas marcher parce que ça, pour le coup, je trouve quand t'es jeune, un peu foufou, machin, ça a été mon cas, tu te dis, putain, non, mais attends, il croit pas en mon idée, c'est nul, je m'en fous, mon truc, il cartonne. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, il faut toujours bien trier, il faut savamment trier, prendre les trucs et un peu les absorber, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Après, donc pour moi, il y a vraiment ces deux. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, quand on te dit que ça va pas marcher, t'as aussi. Alors, je sais pas, moi j'ai besoin de me rendre compte par moi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et donc, si tu me prédis mon futur, tu vois, c'est un peu relou quand même. Ouais, il y a un côté, t'es pas en maîtrise du truc. Je veux y aller, tu vois, je vais essayer. Et puis ça marche pas, c'est cool, moi je l'ai fait, quoi. Ouais, je comprends. Écoute, c'est une chouette réponse, merci beaucoup. La dernière question, et après on a terminé, et je te libère, promis. Est-ce que tu as une recommandation sur un bouquin, un docu, un livre qui peut être dans le cadre effectivement de cette stimulation-là, ou d'ailleurs tout simplement juste pour venir effectivement gamberger Ouais, bah il y en a plein, mais alors il y en a un que j'ai trouvé vraiment cool sur la créativité notamment, qui est celui, je sais pas si tu connais, il s'appelle Creativity Inc. C'est l'histoire en fait de Pixar. Donc, pareil, je connais Pixar, mais je connais pas. T'as l'histoire en fait qui est racontée par Ed Catmull, qui est un des cofondateurs, quoi. Et en fait, je trouve génial parce qu'en plus tu vois l'histoire et en plus tu vois une boîte qui est composée, enfin tu vois, qui est plus d'un million, enfin qui a bien scalé pour le coup. Et en fait, ce que j'ai appris, on parlait de franchise tout à l'heure. En fait, dans le bouquin, et ça m'a, tu vois, ça a été une révélation du bouquin.
Et après, je vais quand même citer, parce que moi j'ai joué au basket pendant des années, donc l'idée du collectif et tout, c'est quand même lié au basket. Ça aurait pu être une anecdote. Ouais, ça aurait pu être ça. The Last Dance de Michael Jordan. Ouais. En fait, voilà, ça je le cite parce que c'est mon enfance et que on parlait un peu du truc de vengeance. Enfin, voilà, il y a plein de sujets autour de ça et l'idée du collectif, comme on l'a construit plus la créativité, je trouve que ça nous va pas mal. Et puis on est basketteurs, hein, tu vois, ça vient pas de rien. Et donc ça, c'est ce qui nous ressemble pas trop mal, ouais. Ok, bah c'est une super référence. Moi, j'ai bien évidemment poncé ce documentaire que j'ai trouvé extraordinaire, qui t'expliquait certaines facettes, effectivement, assez incroyables du talent de Michael Jordan, et certaines autres, peut-être un peu plus noires, qui sont intéressantes à travailler, notamment dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un très bon miroir. Merci beaucoup pour ces recommandations. Pauline, merci d'être venue dans Lundi au Soleil. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Moi, j'ai absolument adoré notre échange. J'espère que voilà, c'est réciproque. Ah ouais, complètement. Et je suis convaincu que à la fois des entrepreneurs hommes-femmes qui se lancent là, et puis d'autres qui sont déjà installés dans des plus grosses boîtes, en tout cas, ça viendra venir les aider à gamberger, probablement à lancer des choses. Donc, merci infiniment pour tous ces enseignements. Merci à toi. Passe une très bonne semaine. Merci. Et on suit tes aventures de très très près. Bon courage. Merci. À plus. Salut.